Sur l'île artificielle d'Idagami, située dans l'océan Pacifique, un endroit où des créatures surnaturelles vivent paisiblement aux côtés des humains, existe une entité que de nombreuses organisations craignent, Akatsuki Kaju. Des rumeurs se sont répandues sur la présence du quatrième géniteur, un vampire immortel que l'on croyait non affilié à aucune faction, n'ayant aucune lignée claire et n'ayant personne d'assez puissant pour le contrôler. Il le qualifie de légende vivante, de cauchemar capable d'enterrer une nation entière si rien n'est fait pour le contrôler. Bien que ces rumeurs restent non confirmées, l'organisation du Roi Lion, agence spécialisée dans la gestion des menaces surnaturelles, ne prend pas ce danger à la légère. Ils envoient immédiatement Yukina Himrai, une talentueuse chamane épéiste de l'organisation, à Idagami pour surveiller secrètement Akatsuki Kaju, qu'ils soupçonnent d'être l'incarnation du quatrième géniteur. La mission de Yukina est claire. Si la cible présente un comportement nuisible, elle doit immédiatement éliminer la menace. Alors que Yukina commence sa mission, Kaju essaie de vivre comme un lycéen normal. Cependant, lors d'une promenade décontractée dans l'enceinte de l'école, il voit accidentellement Yukina attacher ses lacets. Dans ce bref instant, elle apparaît aux yeux de Kaju comme une entité aux traits démoniaques, réveillant ses instincts vampiriques et déclenchant une réaction physiologique caractéristique. Bien qu'il se détourne immédiatement, cette réaction ne passe pas inaperçue. De retour en classe, Kaju se rend compte qu'il n'a aucune motivation pour continuer à étudier, surtout lorsque son ami proche Asagiaba est absent, ce qui rend l'atmosphère plus vide. Une autre amie vient discuter brièvement avant de partir rapidement, laissant Kaju seul avec des tâches non traitées. Même son portefeuille est désormais vide, ce qui le laisse incertain quant à la manière de gérer le déjeuner de demain. Sur le chemin du retour, Kaju sent soudain des yeux étranges le suivre. Il entre dans un supermarché voisin en faisant semblant de faire des courses tout en vérifiant son environnement. À la sortie, son regard croise Yukina Himrai, la nouvelle élève de l'académie Seikai qu'il avait vue ce matin-là. Dès qu'elle repère Kaju, elle adopte immédiatement une position défensive, réagissant comme si elle se préparait à affronter une créature qui doit être éliminée. Kaju garde son sang-froid, faisant semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, cachant habilement son identité. Après que Yukina ait quitté le magasin, deux autres étudiants l'abordent avec des attitudes inappropriées. Kaju, debout non loin, surveille silencieusement la situation. Il remarque rapidement le bracelet spécial au poignet de Yukina, un objet généralement utilisé pour sceller le pouvoir. Lorsque les deux commencent à franchir les frontières, Yukina riposte froidement avec un courant électrique, obligeant l'un d'eux à révéler sa forme mi-humaine, mi-bête. L'autre utilise la magie pour créer une énergie chaotique, déclenchant le système de sécurité de l'île d'Idogami pour émettre un signal d'alerte. Pour éviter l'escalade, il invoque une bête spirituelle utilisant la magie de Kent, un cheval de combat capable de causer des dégâts considérables. Yukina sort immédiatement Schnelzer, sa lance sur mesure, prête au combat. La bataille éclate violemment au milieu d'une épaisse fumée et d'une magie dense. D'un seul coup, elle neutralise la créature invoquée et se rapproche du contrôleur avec l'intention de mettre fin immédiatement à la menace. Kaju se précipite soudainement entre eux, empêchant Yukina d'agir. Bien qu'elle exprime clairement son mécontentement, après avoir entendu ce que Kaju a à dire, elle retire temporairement son arme et quitte la zone. Ce soir-là, alors qu'il se promène près du quartier résidentiel, Kaju trouve accidentellement un portefeuille. En vérifiant les documents à l'intérieur, il se rend compte qu'ils appartiennent à Yukina. L'image de ses cheveux argentés et de ses yeux froids lui vient soudainement à l'esprit, secouant ses pensées, surtout lorsqu'il pense à elle. La quatrième lignée en lui commence à surgir, suivie de la réaction familière d'une espèce n'appartenant pas au monde humain. Idagami, l'île artificielle de l'océan Pacifique, est l'endroit où les créatures non humaines résident légalement en vertu d'un système de lois distinctes. L'Académie Seikai a été créée pour former les jeunes générations à s'adapter à cet environnement unique. Bien qu'Akatsuki Kaju essaie de vivre comme un adolescent normal, il ne peut cacher sa vraie nature, l'incarnation du quatrième géniteur, une créature connue comme le vampire le plus fort de l'histoire. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Yukina Himrai apparaît soudainement et demande à Kaju de lui rendre le portefeuille qu'elle a laissé tomber. Cependant, il n'obtempère pas immédiatement. Voulant savoir pourquoi, elle le suit toujours. Bien que Yukina l'avertit d'un geste derrière son dos, la situation devient gênante lorsque son estomac affamé trahit son sérieux.
Kaju rend le portefeuille tout en suggérant un échange contre un repas dans un restaurant de hamburgers près de l'école. En mangeant, Yukina révèle qu'elle vient de la forêt des perdus, un lieu lié à l'organisation du roi lion. Sous le titre de chamane de l'épée, elle a été envoyée pour surveiller Kaiju, soupçonnant qu'il possède un pouvoir au-delà des limites de contrôle. Selon l'évaluation de Yukina, Kaju pourrait cacher un complot dangereux. En attendant, il ne peut toujours pas expliquer pourquoi il est surveillé de près, ni comprendre pourquoi les gens l'associent toujours à un titre de géniteur. Lorsque Yukina mentionne la première fois où il a révélé ses capacités, Kaju essaie de se rappeler ses souvenirs, mais ressent immédiatement une forte douleur dans ses tempes, rendant tous les souvenirs de cette période floue. Bien qu'elle soit devenue un peu plus ouverte, Yukina maintient toujours ses distances, se déclarant prête à agir si Kaiju devient vraiment une menace. Sans répondre, il part silencieusement, disant qu'il ira à la bibliothèque pour en apprendre davantage. Yukina ne revient pas car sa mission l'oblige à toujours rester aux côtés du sujet. La cloche sonne dans toute la cour de l'école. Kaju se retourne soudainement, ses yeux remplis de quelque chose de difficile à exprimer. Il marche lentement vers Yukina, puis s'agenouille de manière inattendue, comme s'il lui confiait secrètement quelque chose. Yukina reste immobile, son expression mêlée d'hésitation et de confusion. Dans ce bref instant, sa silhouette se dissout progressivement dans la lumière éclatante du soir, laissant dans le cœur de Kaju un silence qui ne peut être exprimé par des mots. Lors d'un après-midi tranquille, au siège de l'organisation du roi lion, où les guerriers d'élite sont formés dans le monde de la magie, Himrai Yukina est convoquée d'urgence pour recevoir une nouvelle mission. À son arrivée, elle reçoit une étrange photographie. Il contient le portrait d'un lycéen au comportement calme, aux yeux froids, qui abrite quelque chose de mystérieux, nommé Akitsuki Kaju, identifié comme le 4e géniteur, le vampire le plus fort de la légende. Yukina est surprise, car son apparence et son aura correspondent parfaitement au type de personne qui l'attire inconsciemment. La mission est accompagnée d'une arme spéciale, le Seharu, une lance de niveau 7, spécialement conçue pour éliminer de puissantes créatures magiques. Sous le titre de chamane de l'épée, Yukina est chargée de surveiller Kaju sur l'île d'Idogami au cas où elle découvrirait des signes véritablement dangereux. Elle a le pouvoir d'agir, y compris de procéder à un assassinat si nécessaire. À ce moment précis, dans toute l'académie Sekai et dans la ville insulaire, il y a une agitation à propos d'une chasse à une créature magique se déroulant dans un quartier résidentiel. Les rumeurs se propagent rapidement, créant une atmosphère tendue qui enveloppe tout. Simultanément, les examens semestriels approchent de leur fin, ce qui occupe les étudiants, y compris Kaju. Bien qu'il ne soit pas particulièrement intéressé par les études lors d'un après-midi chaud, juste au moment où Kaju entre dans le dortoir, il rencontre de manière inattendue Yukina. Elle attend dehors depuis longtemps, attendant que le personnel de livraison termine de ranger ses affaires dans sa nouvelle chambre. La nouvelle chambre de Yukina est située juste à côté de l'appartement de Kaju, une coïncidence qui le rend quelque peu maladroit. À l'intérieur de la pièce, on voit encore des traces éparses indiquant qu'elle vient d'emménager et qu'elle ne s'est pas encore installée. En classe, une éminente enseignante nommée Minima Natsuki, apparemment une professeure d'anglais, mais en réalité une mage de haut niveau, s'approche de Kaju. Elle connaît bien sa véritable identité et n'hésite pas à évoquer directement le récent incident de sang versé au centre commercial, un phénomène considéré comme le signe du réveil d'un vampire de haut niveau. Lorsque Kaju semble ne rien savoir, elle change de sujet et met en garde contre l'organisation du roi lion. Bien qu'il n'en indique pas clairement la raison, Natsuki semble ne pas aimer ceux de cette organisation et conseille à Kaju de garder ses distances avec Yukina. Ignorant les conseils, Kaju Akatsuki emmène toujours Yukinaimi faire du shopping. Avec son expression sérieuse familière, Yukina observe chaque appareil du supermarché comme s'il s'agissait d'un outil potentiellement dangereux. Kaju ne peut que rester silencieux face à cette réaction rigide. De toute évidence, Yukina n'est pas encore habituée au rythme quotidien de la vie au sein de la communauté humaine. Sur le chemin du retour, un étrange regard passe sur Yukina, resserrant momentanément l'atmosphère. En arrivant au complexe d'appartements, il rencontre la sœur cadette de Naja Kaju. Après une brève salutation, Yukina est informée qu'elle sera dans la même classe que Nagisa et reçoit une invitation à dîner chez eux. Dans cet espace chaleureux, Yukina se sent mal à l'aise dans l'atmosphère familiale. Alors que Kaju s'enfonce dans de vieux souvenirs de l'époque où il était une star du basketball, une époque où il détenait le titre de MVP, mais où il a ensuite tout perdu à cause d'un orgueil excessif. Lorsque le repas se termine,
Kaju quitte la maison pour acheter plus de provisions. De retour, il est surpris de voir Yukina debout silencieusement sous la pluie, son uniforme trempé de noir, rendant l'image devant lui difficile à oublier. Bien qu'elle comprenne que sa mission exige qu'elle soit toujours à ses côtés, Kaju lui rappelle doucement la nécessité de mieux se préparer si elle souhaite continuer la surveillance. Alors qu'ils continuent de marcher, il entame une conversation pour mieux comprendre Yukina de sa ville natale à ses intérêts. En passant devant une machine à griffes, elle réagit soudainement fortement à l'image d'un ours en peluche. Voyant cela, Kaju tente sa chance, espérant lui offrir un petit cadeau. À ce moment-là, Minima Natsuki, l'enseignante qui est également la superviseure de Yukina, apparaît. Sans avoir le temps de réfléchir, Kaju attrape la main de Yukina et l'éloigne de la zone. Dans un autre développement, alors que les deux s'approchent d'une zone instable, Yukina détecte immédiatement un Kent émettant une puissance magique féroce devant lui. Reconnaissant cela comme une menace de haut niveau, elle élimine Schneewaller, prête au combat. Yukina laisse un message à propos de Nagisa, puis sans hésitation, plonge dans le train qui traverse rapidement la ville. Au milieu du paysage d'incendies qui font rage des deux côtés, Yukina s'approche du point chaud. L'être invoqué apparaît clairement dans l'épaisse fumée, un Kent doté d'une énergie redoutable. À côté se trouve un mage âgé, le contrôleur direct dont le visage respire l'expérience ainsi que des signes de vitalité épuisés. Après une bataille acharnée, le Kent attaque, invoquant un bras géant visant à détruire tous les obstacles devant lui. Cependant, la frappe n'atteint pas sa cible, mais provoque seulement de violentes secousses dans le train, de nombreux wagons s'inclinant, créant une scène chaotique. Yukina monte rapidement pour observer, découvrant que la main invoquée est contrée par une force invisible, causant de graves dommages au Kent, tombé et craché du sang. Immédiatement après, une troisième personne apparaît. L'intention meurtrière émanant des yeux froids et d'un visage rigide signale un danger. Yukina s'approche avec l'intention de servir de médiatrice. Cependant, l'adversaire a déjà dégainé sa lame et a l'intention d'achever le mage blessé. Alors qu'il balance sa lame vers le bas, Yukina se précipite pour la bloquer au moment décisif. Les yeux de l'homme changent soudainement de direction lorsqu'il reconnaît Schneewalzer, la lance symbolisant la puissance du roi lion. Conscient de la véritable force de la fille, il se rapproche immédiatement, lançant un barrage de techniques, forçant Yukina à utiliser toutes ses compétences pour répondre. Elle contre-attaque avec précision, poignardant à plusieurs reprises le corps de l'adversaire, mais tous les efforts ne parviennent pas à le faire faiblir. Un développement inattendu se produit lorsque l'assistant de Tatimail apparaît, créant deux autres bras géants, les utilisant comme des entités vivantes pour attaquer Yukina. Une seule main suffit à la faire chanceler. Lorsque le deuxième survient, la situation devient encore plus défavorable. Au milieu de la pression de toutes parts, une pensée apparaît soudainement dans l'esprit de Yukina. Si elle ne peut pas revenir, qu'arrivera-t-il à Kaju? Soudain, un coup violent venu de loin déchire les deux mains invoquées, suivi d'une puissante vague de vibrations. De l'intérieur de la fumée, Kaju apparaît, ses yeux brillants, montrant clairement des signes de réveil. L'homme arrête temporairement ses actions, sentant clairement le pouvoir magique inhabituel de l'adversaire. Les souvenirs du quatrième géniteur surgissent, le rendant méfiant. Ne manquant pas l'occasion, il se précipite activement, voulant vérifier le véritable pouvoir de celui qui était autrefois considéré comme une légende. La bataille continue et la balance penche progressivement en faveur des hommes. Cependant, au moment critique, un flux d'énergie primordiale provenant des profondeurs de son corps éclate, brisant toutes les barrières. Son apparence change complètement, son pouvoir se propage, donnant l'impression que l'espace environnant se fige. La véritable bataille commence à partir de ce moment-là. Sous la faible lumière du soleil matinal du lendemain, l'air sur le lieu de l'explosion de la nuit dernière portait encore une forte odeur de brûlé. La police a bouclé toute la zone et mené une enquête urgente. L'incident a privé d'électricité plus de 20 000 foyers, mais 10 000 d'entre eux ont été rapidement rétablis. Les dégâts s'élèvent à environ 50 milliards de yens, un chiffre qui donnerait le vertige à quiconque l'entendrait. Tout cela est né d'une bataille féroce entre des entités possédant des pouvoirs bien au-delà des capacités humaines. Au moment où Yukina envisageait sérieusement de signaler l'incident, elle a mis de côté cette intention en se rappelant comment Kaju avait risqué le danger pour la protéger. Cette action la rendit quelque peu confuse, alors elle choisit de rester silencieuse.
Pour atténuer les conséquences, ils ont invoqué la légitime défense pour justifier leur précédente explosion. Dans la zone de la gare, l'explosion a provoqué la suspension temporaire des opérations ferroviaires, affectant les horaires de nombreuses personnes. Dans une brève conversation entre Yukina et Kaju, elle a mentionné que la foudre de la nuit dernière n'était pas commandée par Kaju. Bien qu'il ait hérité du pouvoir de Shinso, son contrôle sur celui-ci est resté imparfait, surtout face à une entité incarnant Ken comme la manifestation du pouvoir qui refuse de se soumettre. Dans des conditions normales, Kaju pourrait maintenir la stabilité de ce flux d'énergie. Cependant, une fois submergé par une autre entité Kena, les choses ont facilement dégénéré. La cause profonde provenait peut-être du fait qu'il était un vampire qui conservait encore sa pureté, n'ayant jamais pris le sang de personne. Alors que la conversation entre Kaju et Yukina était toujours en cours, Kaju est soudainement apparu. Ses yeux perçants examinèrent rapidement la particularité de Yukina, lançant ainsi un avertissement selon lequel Kaju devrait être plus prudent à l'école. À ce moment-là, Asagi est venu chercher Kaju pour s'enquérir de l'incident de la nuit. Bientôt, des rumeurs se sont répandues dans toute l'école lorsqu'une nouvelle étudiante à l'apparence frappante a été transférée. De nombreux étudiants masculins exprimant leur intérêt et voulant en savoir plus sur cette fille. L'agitation a continué jusqu'à ce que le professeur Natsuki entre dans la salle de classe, appelant Kaju au bureau après le déjeuner. Elle était accompagnée d'une toute nouvelle étudiante. Au bureau du professeur, un autre étudiant s'est approché de manière inattendue, essayant de sonder la relation entre Kaju et Asagi. Il a seulement affirmé qu'ils n'étaient rien de plus que des amis proches. À ce moment-là, Asagi se tenait à proximité, silencieusement, déchirant le rapport de Kaju. Matsuki a continué à présenter des preuves concernant l'explosion précédente, y compris des photographies des victimes. Certains étaient dans le coma, tandis que les chasseurs de démons présumés n'avaient pas encore été capturés. Comme Kaju pourrait être choisi comme prochaine cible, elle lui a demandé de ne absolument pas quitter la maison la nuit. Avant de partir, Natsuki est retourné auprès de Yukina, l'ours en peluche perdu. Après le chaos, Yukina a commencé à synthétiser les détails étranges entourant la fille qu'ils avaient rencontrée. Grâce à son jugement perspicace, elle a déterminé que l'adversaire n'était pas un humain ordinaire, mais un produit de biotechnologie avancée. Des indices sur la troisième personne apparue au même moment où Kensei et Kenzu ont été attaqués ont également été placés sous la suspicion de Yukina. Bien qu'elle ait enquêté sur de nombreuses zones autour de l'île d'Idagami, l'intuition a conduit Yukina vers un endroit plus éloigné, un endroit auquel peu de gens prêtaient attention. Kaju a immédiatement contacté Asagi pour retrouver des données classifiées. Grâce à ses compétences supérieures en cybersécurité, Asagi a rapidement découvert les coordonnées d'un centre de recherche caché derrière une barrière apparemment liée à l'entité artificielle. Yukina a décidé de vérifier. Bien qu'initialement elle ne voulait pas que Kaju l'accompagne, elle a accepté à condition que si la situation devenait compliquée, il devrait immédiatement se retirer. Tous deux se dirigèrent vers une structure abandonnée au fond d'une zone oubliée. Après avoir franchi la barrière extérieure trompeuse, la vraie porte est apparue, ouvrant la voie vers la zone centrale. À l'intérieur se trouvait un vaste laboratoire. Ici, de nombreuses entités artificielles étaient maintenues en hibernation ou emprisonnées. Une découverte qui rendit Yukina encore plus certaine que l'incident abritait des éléments bien plus dangereux qu'ils ne le pensaient. De l'autre côté, une fille identique à celle qu'ils avaient rencontrée la nuit dernière est soudainement apparue, accompagnée d'un avertissement concernant un danger imminent. Elle a révélé que l'île d'Idagami risquerait d'être complètement submergée, car l'organisation derrière cette installation avait acquis un pouvoir au-delà de l'imagination, un pouvoir lié au trésor éternel. La fille clonée était le produit direct de ce processus. Cependant, lorsque Kensei a utilisé Kenzu comme hôte pour implanter une énergie destructrice dans son corps, comme le corps artificiel ne pouvait pas durer longtemps, elle a été forcée d'absorber la force vitale des démons vaincus pour prolonger sa durée de vie. Du côté ennemi, quelqu'un lié à l'organisation est apparu. Mais cette fois, sans cacher leur objectif, ils ont invoqué une entité appelée Shoui, une créature démoniaque dotée d'un pouvoir énorme. Yukina a d'abord sous-estimé l'adversaire, attaquant directement, mais a été immédiatement contrée. Malgré l'utilisation de sa compétence de lance pour créer une pression,
Elle s'est rendue compte que toute sa magie et ses attaques étaient annulées. La vérité a révélé que l'adversaire utilisait une capacité spéciale appelée compétence de résonance. La capacité d'annuler la magie et de pénétrer toutes les formes de défense. En un instant, Yukina fut projetée au loin, incapable de réagir à temps à la chute de la hache. À ce moment précis, Kaju s'est précipité, utilisant son corps pour la protéger de tous les dommages. Ensuite, il sortit la hache et frappa d'un coup fatal. Le corps de Kaiju s'est effondré. La blessure était si grave que sa tête était presque séparée de son corps. Entre les mains de Yukina, Kaju n'avait plus qu'une tête sans vie. Dans un serveur Sagi, une alerte urgente a été émise lorsque le système a détecté 2 intrus d'une puissance égale à celle d'une armée entière s'approchant d'une zone critique. À ce moment-là, Kaiju s'est réveillé après la bataille féroce. Toutes les blessures sur son corps ont progressivement disparu miraculeusement. Le sang est également rétabli dans son corps, comme si une main invisible manipulait la vie elle-même. Les visages de Yukina et Kenan montraient clairement leur étonnement, en voyant la capacité de récupération au-delà de l'imagination que possédait Shinozuka ou Kaju Akatsuki, le 4e géniteur. Yukina Himrai se sentait confuse par l'action de Kaju de la sauver. Depuis son enfance, elle avait été abandonnée par ses parents, vendue, puis formée comme une guerrière sans émotion. Lorsque Kaju a essayé de se lever, son corps a perdu l'équilibre, le faisant tomber vers Yukina, créant une situation gênante. Bien qu'embarrassé, Kaju a également admis qu'il était lui-même étrange. J'espère que Yukina ne sacrifierait pas sa vie pour quelqu'un comme lui. Pendant qu'il parlait, un tremblement soudain se produisit. Kaju a immédiatement sorti son téléphone et a reçu la nouvelle que la porte de Kido, un passage stratégique sur la île d'Idagami, venait d'être attaquée. Pendant ce temps, Asagi Aba était coincé au milieu des décombres, entouré de feux violents, aux côtés de personnes gravement blessées. Malgré les circonstances dangereuses, elle a quand même répondu à l'appel de Kaju. Kaju apprit qu'un vieil homme mystérieux derrière cette attaque était accompagné d'un Kenju artificiel, quelque chose qui laissa Aagi incapable de cacher son étonnement. Néanmoins, il n'y avait pas de temps pour les questions. Elle a immédiatement envoyé l'emplacement, signalant avec précision la position des 2 intrus. La zone qu'il ciblait n'était qu'un bloc d'acier spécial, le point de connexion central entre les 4 directions principales de la île. Yukina a donc dû intervenir pour percer le pare-feu, même si elle se sentait mal à l'aise à ce sujet. Malgré l'obstruction de Yukina, Kaju a dit quelque chose qui l'a fait réfléchir, et elle a finalement accepté de le laisser boire son sang. Il s'est avéré que cette action était un moyen de faire en sorte que le Kenju à l'intérieur de Kaju accepte l'unification avec Shio, son pouvoir caché. Et Yukina savait bien qu'il ne pouvait pas faire ça sans être complètement activé. Bien que Kaju ne veuille pas franchir les limites, la persuasion de Yukina ne lui a laissé aucun autre choix. Au même moment, une 3e personne est apparue au cœur de l'île. Kaju et Yukina sont rapidement arrivés juste à temps pour affronter l'étranger. Un dialogue lourd s'engagea, tournant autour de questions anciennes, de secrets enfouis dans l'histoire de cette île artificielle. L'intrus a déclaré qu'il voulait récupérer la pierre angulaire, quelque chose qui était la racine de la vie sur l'île. Cependant, si elle était supprimée, la vie de plus d'un demi-million d'habitants serait menacée. Yukina a essayé de le persuader de choisir des options légales pour reprendre ce qui lui appartenait plutôt que de tout détruire. Néanmoins, le vieil homme refusa catégoriquement et appela Tatara au combat. Face à la situation tendue, Kaiju a sauté sur le ring de combat, se préparant à libérer une énergie énorme du plus profond de son âme. La bataille a recommencé, non seulement pour protéger l'île d'Idagami, mais aussi une bataille de mémoire, d'honneur et surtout de survie. Au milieu de l'échange féroce, Himrai Yukina s'est soudainement précipité sur le champ de bataille, demandant à rejoindre le combat. Alors que Kaju Akatsuki s'est vu confier l'importante responsabilité d'arrêter les actions de Magus Craft, le cerveau derrière tout ce plan sombre. Alors que Yukina commençait à lancer de puissantes attaques, son adversaire réalisa que la puissance de Yukina augmentait considérablement. Ne pas vouloir être mis dans une situation désavantageuse, il activa immédiatement une armure de combat spéciale, une arme qui avait été préparée à l'avance pour affronter ceux qui avaient des capacités extraordinaires. Cependant, Yukina n'avait aucune intention de reculer. Elle a invoqué Kenju,
l'une des compétences spéciales appartenant à Sekai. Sa contre-attaque inattendue a envoyé l'adversaire voler en arrière. Alors que Yukina s'apprêtait à porter le coup final, une violente collision éclata en raison de l'intervention de Tatiana. Lorsque Yukina réalisa que ses attaques ne pouvaient pas pénétrer l'épaisse armure protectrice entourant une étoile, elle renforça immédiatement sa lance Schneewaller en utilisant toute sa force pour percer la barrière défensive. Kaju comprit son action et fit rapidement signe à Kenju d'attaquer en coordination. Après la collision intense, la lance de Yukina s'est brisée, mais en même temps, un Starar est également tombé dans un état de complète submersion. Le seul vaisseau Magas restant n'a pas pu maintenir l'équilibre face à la vague continue d'attaque. Son armure défensive fut détruite et il subit finalement une lourde défaite. Immédiatement après la bataille, Kaju a embrassé Yukina, puis a soudainement sauté en sursaut. Il croyait que s'il prenait le contrôle du Kenju de l'adversaire, il pourrait facilement neutraliser la menace. Yukina se tenait derrière, ressentant clairement une vague de colère. Dans son cœur surgit un sentiment de trahison. Avec le morceau cassé de sa lance toujours en main, elle ne put contenir sa colère et commença à donner une raclée à Kaiju. Tout semblait avoir été arrangé à l'avance par Vatler, qui avait suivi l'évolution de la situation en coulisses. Cependant, en raison d'actions dépassant les ordres qui ont endommagé l'arme spécialement émise, Yukina a été forcée de quitter son poste actuel. Alors qu'elle s'apprêtait à se retirer, un colis de l'agence du roi Lion lui fut livré de manière inattendue. À l'intérieur se trouvait la lance Schwevaler, entièrement restaurée. Cette action était comme une affirmation de l'organisation selon laquelle il voulait toujours qu'elle continue la mission de surveillance d'Akatsuki Kaju. Une mission qui n'avait jamais pris fin. Une étrange créature était intensément chassée sur l'île d'Idagami. Alors qu'il semblait qu'il n'y avait aucune issue, l'individu a soudainement activé un engin explosif à distance dans le but de créer le chaos pour fuir. Cependant, le plan a été rapidement déjoué. L'ensemble du système de détonation avait été neutralisé avant qu'il ne puisse prendre effet. Et cette personne a été arrêtée de manière inattendue par quelqu'un qui venait d'apparaître, une petite fille, mais digne, Aban Natsuki. Alors que l'adversaire essayait d'esquiver et de lancer des attaques rapides, elle gardait toujours le dessus. Lorsque cette créature fut complètement capturée, Natsuki détermina qu'il travaillait sous les ordres de Gadu, une force souterraine dangereuse cachée sur l'île. Elle a ensuite remis le sujet aux forces de sécurité pour mener une enquête plus approfondie. Dans une situation complètement différente, Kaju Akatsuki est entré dans la salle de bain pour appeler sa mère pour le dîner, mais a découvert Yukina en train de changer de vêtements à l'intérieur. Ce malentendu lui a valu un coup de pied dévastateur. Plus tard, dans le train pour l'école, sa sœur Akatsuki Nagisa s'enquit gentiment de la situation du matin. Yukina prit la parole, assumant la responsabilité d'avoir laissé entrer par négligence quelqu'un au comportement étrange dans sa chambre. Elle s'est présentée à la maison pour prendre des mesures corporelles en vue d'une tenue pour un événement sportif. En réalité, sa classe ne participait pas à la compétition, mais y assistait seulement en tant qu'équipe d'encouragement. Certains étudiants masculins de la classe de Yukina lui avaient activement suggéré de leur apporter un soutien moral, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Asagi Aa, une camarade de classe, a apporté sa raquette de sport aujourd'hui, prête à participer au tournoi. Sur le chemin de la classe, elle a demandé à Kaju quel événement il choisirait. Il répondit qu'il trouverait la discipline la plus simple pour la traverser facilement. À l'école, quand Asagi a regardé la liste, elle a été choquée de découvrir qu'elle avait été jumelée pour concourir avec Kaju. Bien que quelque peu confuse, elle ne pouvait pas changer la situation. Kaju se rassura en se disant que la discipline à laquelle il participait n'était probablement pas trop difficile. Dans un autre cas, Josuka, membre de l'équipe technique, a été soupçonné de transport illégal d'objets expérimentaux. En réponse à ce soupçon, Matsuki est apparue, déclarant qu'elle venait de soumettre quelques individus sous le commandement de Jasuk. Juste au moment où les forces d'escorte étaient sur le point de l'arrêter, il a révélé sa véritable forme de démon. Natsuki a rapidement contrôlé le sujet avec la magie spatiale, puis l'a remis à un début de traitement. Elle a également invoqué Kenju pour améliorer la défense, sachant qu'un star pourrait contrôler ce type d'entité. En vérifiant les dossiers, Natsuki a découvert que l'adversaire avait des liens avec des activités de contrebande. En analysant la situation via le système de surveillance, elle ne pouvait pas clairement prédire le prochain objectif de Gadu, la personne derrière de nombreux incidents récents. Sur un yacht de luxe, Akatsuki Kaju
Le quatrième gardien progéniteur a montré des signes de confrontation avec une nouvelle force. De retour sur le terrain de sport, Yukina a progressivement compris pourquoi Asagi était en colère d'être obligée de faire équipe pour la compétition. Après avoir acheté de l'eau, elle a envisagé de partir tôt, mais craignant qu'Asagi ne s'énerve, elle est restée jusqu'à la fin. Juste au moment où Kaju était sur le point de s'asseoir, la chaise s'est soudainement déchirée, suivie d'une série de flèches tirées du plafond. Remarquant l'apparition de deux esprits bestiaux en forme de lion, l'un doré brillant, l'autre blanc argenté, à ce moment-là, Seaka Kurasaka est apparue juste à temps, lançant sa lance pour repousser l'un des deux. Elle s'est précipitée pour éliminer complètement l'esprit de la bête, restant avec une poussée puissante. Yukina arriva alors, identifiant des traces magiques à proximité de la zone. Bien qu'elle et Seaka aient apporté leur soutien, Kaju ne savait toujours pas qui avait agi. L'incident ne s'est pas arrêté lorsque deux autres étudiants ont accidentellement vu Yukina utiliser des armes magiques. Elle avait l'intention d'effacer leurs souvenirs, mais Kaju la rassura en lui disant que son apparence actuelle n'était pas différente de celle de quelqu'un en costume, donc il n'y avait rien à craindre. Ensuite, un messager s'est approché et a remis à Kaju une lettre portant un sceau spécial. Yukina reconnut le symbole appartenant à une puissance majeure. À ce moment-là, Asagi aperçut Yukina avec la lettre, ce qui lui fit mal comprendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû comprendre. La lettre a été envoyée par Gador, le seigneur de Dominion, un territoire sous l'autorité du premier géniteur qui détient 72 puissants familiers. En tant que vampire de sang pur avec une lignée directe du premier, Gaor possédait une influence considérable dans le monde surnaturel. Sur le chemin du retour, Yukina et Kaju ont brièvement discuté de ce seigneur et des possibilités qui pourraient se produire s'ils devaient l'affronter. La lettre contenait une demande étrange. L'invité doit amener un amoureux à la fête. Cela a mis Kaju dans une position délicate, ne sachant pas qui choisir. L'image de Natsuki lui traversa brièvement l'esprit. Cependant, Yukina n'a pas manqué l'occasion de l'interroger, ce qui a amené Kaju à changer d'avis, choisissant Yukina comme compagne pour l'explication raisonnable qu'elle était chargée de le surveiller. Dès leur retour, l'agence du Roi Lion leur avait envoyé un colis, comprenant des tenues sur mesure pour l'événement à venir. La tenue a été confectionnée en fonction des mensurations personnelles de Yukina, prouvant que cette organisation possédait plus d'informations que la normale. Le soir, Yukina et Kaju se tenaient devant le yacht, préparé par l'organisation Dominion. Pendant qu'ils conversaient, ils ne se rendaient pas compte qu'une mystérieuse jeune fille les observait silencieusement de près. À l'intérieur du yacht, lorsque les deux hommes sont entrés et n'ont vu personne, ils ont décidé d'aller au plus haut niveau pour vérifier. C'est là qu'une embuscade a eu lieu. Ils ont été attaqués par une personne masquée, les obligeant à passer rapidement en état d'alerte maximale. Peu de temps après, Velgador, le puissant seigneur du Dominion, est officiellement apparu et a commencé à présenter son identité et le véritable objectif derrière cette mystérieuse invitation. Immédiatement après que Vatler ait terminé son salut, qui était quelque peu dramatique comme d'habitude, une série de couteaux et de fourchettes tranchants ont soudainement volé vers Kaju. Himra Yukina a réagi extrêmement rapidement. Reconnaissant que le coupable derrière cette attaque n'était autre que Sarilin, également connu sous le nom de Kurasaka Siaka, un vieil ami qui avait combattu à ses côtés dans les missions de l'organisation du Roi Lion. Seaka était ravie de revoir Yukina. Après un long moment, elle est venue cette fois sur l'île d'Idagami, non seulement pour rendre visite à son ami, mais aussi en tant que superviseur envoyé pour représenter Lord Aldiger. La lettre d'invitation à Yukina et Kaju a également été remise par Vatler à sa demande. Yukina a présenté Seiyaka à Kaju, tandis que Seiyaka a expliqué que sa mission consistait à combiner la magie noire avec des compétences d'assassinat. Pendant ce temps, dans sa résidence privée, Ava Asagi a appelé Mokiyai, exprimant sa déception en apprenant que Kaju avait des réunions secrètes avec Yukina sans le dire à personne. À moitié en plaisantant et à moitié sérieux, il a dit que peut-être Yukina avait fait quelque chose pour apprivoiser le quatrième géniteur. Yai a encouragé Asagi à être plus audacieuse si elle ne voulait pas manquer son opportunité aux autres. L'appel a pris fin lorsque l'ordinateur d'Asagi a soudainement affiché un code étrange qui s'est avéré être un puzzle qui lui avait été envoyé directement par un système anonyme. À la résidence de Dimitri Vatler, il a parlé avec désinvolture de son lien avec Aurora, le corps sacré originel lié au pouvoir d'Akatsuki Kaju. Avec son caractère taquin inhérent,
il n'a pas caché son intention de tester la réaction de Kaju. Mais Yukina Himrai est intervenu à temps avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Bien qu'il n'intervienne pas directement, Vatler détecte des traces de sang de Yukina restant sur Kanju, montrant ainsi son intérêt. Il a lancé un avertissement selon lequel, s'ils avaient vraiment un lien de sang, Yukina deviendrait un adversaire dans le jeu de pouvoir qu'il a toujours apprécié. Vatler a mentionné Gatal Kandagrona, un personnage qui avait provoqué le massacre du Grand Théâtre, qui a fait des centaines de morts. Il avait fait partie de l'organisation radicale Black Death, que l'on pensait avoir été éliminée. Cependant, selon Vatler, après l'assassinat du chef originel, certains survivants ont engagé Gatkan pour prendre le relais. C'est Vatler qui a perpétré l'assassinat précédent. Mais actuellement, le successeur opérait sur l'île d'Idagami avec l'ambition de rompre le traité sacré. Ne voulant pas que Kaju prenne de risques, Vatler a confié à Yukina la tâche de s'occuper de Galkand. Il craignait que si Kenju agissait, cela pourrait entraîner des conséquences imprévisibles sur la situation globale. Le lendemain matin, Kaju s'est retrouvé dans une situation délicate lorsqu'il s'est réveillé et a vu un homme allongé accidentellement sur lui. Pris de panique, il a accidentellement touché une zone sensible, les faisant tomber tous les deux au sol. À ce moment-là, Yukina et Nagisa entrèrent dans la pièce, témoins d'une scène qui créa un profond malentendu. Yukina ne parla pas, partit simplement en silence, tandis qu'Asagi rentra chez elle, déçue, pensant qu'elle avait mal jugé Kaju. Personne ne savait que tout était dans le champ de surveillance de Seaka Kurasaka, un mage utilisant une bête spirituelle pour surveiller à distance. Par la suite, Kaju a cherché Yukina pour s'excuser tout en admettant sa peur de perdre le contrôle si la soif de sang éclatait. Il se reprochait de ne pas avoir été assez vigilant, espérant que Yukina comprendrait la faiblesse en lui. Un matin sur l'île d'Idagami, Yukina s'est approché de Minima Natsuki pour obtenir plus d'informations sur la cible Gatkan. Kaju l'accompagnait. Pendant qu'il parlait, l'assistant d'Adi Natsuki apporta du thé, mais seule une portion fut gardée pour le propriétaire. Natsuki a mis en garde contre une approche trop rapide, car selon des données classifiées, Gatkand possédait actuellement un ancien artefact de l'ère du clan sacré. Autrefois documenté comme ayant la capacité de détruire la civilisation, il est arrivé sur l'île par le biais d'un réseau de contrebande accompagné d'un manuel d'instructions incomplet. Tous les chercheurs qui avaient tenté de le décoder avaient échoué, et la plupart n'étaient plus libres. Les signaux récents provenant de la zone du quai Est correspondent aux données concernant cet ancien artefact. Cependant, le véritable danger, selon Natsuki, n'était pas Gatal Kanded, mais Vatler, un ancien vampire qui avait éliminé 2 agents de classe S en un clin d'œil. Après la réunion, Yukina a demandé à Kaju s'il avait encore besoin de boire du sang pour contrôler les Kenji. Sa réponse laissa Yukina sans voix, non pas parce qu'il refusait, mais parce que le sentiment de dépendance lui faisait honte. Cela la rendait à la fois confuse et en colère. Dans un effort pour trouver une solution pour stabiliser le pouvoir de Kenju, Yukina a proposé de demander à Asagi de rechercher l'ancien artefact Nak Versa, un objet lié à la magie ancienne. Dans une autre zone, Yamoki surveillait secrètement tous les mouvements. Il a activé un dispositif d'écoute clandestine. À ce moment-là, Asagi a rapidement brisé le verrou du système de sécurité, créant les conditions pour que Kaju s'infiltre dans le serveur. Ils ont découvert un modèle biologique ressemblant à une araignée, probablement le prototype de l'arme utilisée par Gatkan. Juste à ce moment-là, le bruit d'une porte qui s'ouvrait fit sursauter Asagi, qui tira Kaju pour se cacher sous la table. Un enseignant est passé, s'est arrêté pour observer, puis est parti sans rien détecter d'inhabituel. Dans cette situation tendue, les saignements de nez de Kaju ont soudainement coulé, une scène qui a attiré par inadvertance l'attention de Seiyaka. Ils ont ensuite quitté le bâtiment et se sont rendus sur le toit pour poursuivre leur discussion. Kaju a mentionné une ancienne séquence de symboles découverte dans le système, ouvrant une discussion autour des langues anciennes et des sceaux non décodés. Déconcerté par les événements de la nuit précédente, Asagi a trouvé une excuse pour partir. À ce moment-là, Seaka est apparue du toit. Sans dire grand-chose, elle a attaqué Kaju pour avoir découvert qu'il avait bu le sang de Yukina. Yukina s'est immédiatement précipité pour l'arrêter.
La confrontation entre les deux est devenue tendue, provoquant des blessures accidentelles chez Kaju. Le sang qui tombait activa immédiatement le pouvoir du quatrième géniteur, créant de violentes fluctuations magiques sur le toit. Asagi a été témoin de l'énergie chaotique se propageant de loin. Pendant ce temps, une voiture avec une plaque d'immatriculation peu claire s'est garée près de l'académie. Sur le siège conducteur, la photo d'Asaga était placée de manière visible, signalant qu'une personne dangereuse venait de la cibler. Dans le couloir supérieur de l'académie Sekai, Aba Asagi a accidentellement vu Sarasaki Lafoglia tenant une épée, émettant une lueur inhabituelle. Le comportement sérieux et les yeux vigilants de Lafoglia rendirent Asagi méfiant. Elle s'approcha lentement de la personne qui venait d'apparaître dans l'intention de clarifier la situation. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le flux d'énergie d'Akatsuki Kaju commença à fluctuer violemment. Il semblait que la présence de Lafoglia avait stimulé une étrange réaction à l'intérieur du corps du quatrième géniteur. La lignée démoniaque au sein de Kaju a commencé à surgir de manière incontrôlable, rendant l'espace autour de l'école chaotique. La pression énergétique a augmenté soudainement, créant des ondes de choc se propageant dans tout le campus. Lafoglia, bien que l'instigateur ait quand même essayé d'appeler Kaju à s'arrêter, mais il était clairement trop tard. Yukina Himrai, sentant le chaos éclater, est apparue avec Sakuru, sa lance sacrée à la main. Elle est rapidement intervenue en créant une impulsion pour stabiliser le flux d'énergie qui était hors du contrôle de Kaju. Grâce à ce choc, sa conscience est progressivement revenue à la normale. Kaiju a commencé à se disputer férocement avec Lafoglia, l'échange rendant l'atmosphère encore plus tendue. Yukina ne resta pas silencieuse, mais demanda sérieusement ce qu'ils faisaient tous les deux dans un endroit qui nécessitait une protection aussi stricte.